Bienvenue à Culture en Migration, un podcast de rencontres inspirantes à la découverte d'expressions culturelles d'ici et d'ailleurs. Un endroit d'échange et de curiosité, un espace-temps où les questions nous amènent à bien plus que des réponses. Nous sommes une écrivaine, Elisa De Angelis, et une journaliste, Julie Guépara, deux femmes passionnées de culture, intéressées par la diversité et par ses manifestations vivantes. Quand un lacet se déchire, chez moi on dit que c'est du malheur. Quand c'est du malheur, chez moi on dit que t'as fait quelque chose de mal. Quand t'as fait quelque chose de mal, chez moi on dit qu'il faut s'excuser. Je mets mes chaussures donc, et j'essaye de refaire un nœud, de renouer droite et gauche les deux extrémités, de faire tenir à mi-chemin toute une dynamique d'excuses, de possibilités et de nuances, tout le schéma subtil de ce monde qui se tient, suspendu, dans la trame du tissu. Quelque chose de mal, je ne l'ai pas encore fait. Le lacet à moitié glisse entre mes doigts. Que le sort puisse voir au-delà des intentions. Noyé des promesses dans ce verre empoisonné, je fais un tour avec le lacet, de droite à gauche, je le passe en dessous. Jouer avec le feu de mon âme jusqu'à y voir clair, je soulève le lacet et je le garde en tension, par-dessus la flamme. Renouer avec mes origines une fois de plus. Je plie le lacet, je crée une boucle, et toujours pas pour la dernière fois. Créer un bonheur qui m'enlace en profondeur. Je passe encore le lacet à gauche, mais ça glisse, entre un départ et un adieu. Je prends ma veste. C'est mieux de partir pendant l'été. Les bagages pèsent moins et occupent moins de place. Le bras droit trouve son chemin. Chez moi, on dit qu'au nord, il fait toujours froid. Le bras gauche aussi, il trouve son chemin. Mais moi, je n'y ai jamais mis les pieds là-bas. Une fois, il y avait un homme du Nord dans mon village. Il n'était pas vraiment beau, mais il amenait une lumière différente, comme un air d'ailleurs, une magie blanche et sèche, si vous voyez ce que je veux dire. Son nom a disparu dans ma mémoire, comme l'un de ces mots étrangers qu'on est content de répéter une fois, mais destinés à être oubliés au bout d'une heure. Ces syllabes desquelles on se remplit la bouche le temps de savourer un goût nouveau, mais qu'on refuse inconsciemment de retenir, car elles perdraient inévitablement ce goût lointain dont elles sont ambassadrices. Bonjour Jazz, on a le plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre épisode de Culture en Migration. Tu vas nous faire rentrer dans ton univers aujourd'hui et découvrir un petit peu ce qui t'a amené à ce que tu crées pour le moment. Donc tout d'abord, bonjour, et d'où vient ton nom, Jazz Noir ? Bonjour et merci à vous de m'avoir invité dans votre émission. Jazz Noir, c'est une idée qui m'est venue en observant un petit peu mon environnement de création. Donc le jazz, parce que c'est vraiment une musique que j'écoute quand j'écris, quand je suis en totale création. C'est une musique qui m'apaise vraiment. Et puis il y a aussi ce lien avec l'histoire, le fait de faire sortir les mots, cette revendication, cette révolte. Et puis noir avec un E, parce que le E pour le côté féminin, pour moi c'était très important de marquer ça. Et le noir pour revendiquer ma couleur de peau et pour revendiquer aussi mes textes, parce que je n'arrive pas vraiment à écrire sur le bonheur, mais plutôt sur des choses un petit peu dramatiques. Et donc là, on a eu l'occasion, nous, en tout cas avec Elisa, de te découvrir à propos de textes en slam. Pour ceux d'entre nous qui ne savons pas ce qu'est effectivement le slam, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on arrive à cette création-là ? Alors, définir le slam, c'est très très compliqué. Je pense que même les slammeurs, on a tous et toutes un petit peu une définition complètement différente. Pour moi en tout cas, c'est une manière ça reste de la poésie. C'est une manière de faire de la poésie de manière un petit peu moins classique que ce qu'on nous a appris à l'école. C'est 3 minutes sur scène, c'est déclamé, c'est performé, avec beaucoup de rythme, parce que slammer, ça veut dire claquer, donc il faut que les mots claquent, il faut qu'il y ait un rythme, qu'il y ait un sens. Il peut y avoir des rimes, comme il peut ne pas y avoir de rimes, c'est vraiment une totale liberté sur scène. Ok, donc en termes de guidelines, un petit peu, comme on dit que parfois il faut que ce soit plus musical ou qu'il faut un certain type de contenu, non, là en fait c'est tout à fait libre. Oui, c'est ça, c'est libre en fonction du thème qui t'intéresse, en fonction de l'ampleur que tu veux donner aussi à ton texte. Il y a des gens qui vont faire des textes très, on va dire, sur un même ton, et puis il y en a qui vont faire ça un peu plus musical, qui peuvent crier sur scène, comme chuchoter, il y a un petit peu de tout. Et alors, comment toi, tu t'es dirigée vers ce type-là de mise en forme de tes textes et de ta poésie ?
Complètement par hasard, parce que pour l'histoire, j'écris depuis, je pense, depuis toujours. Enfin, dans mes souvenirs, je n'ai pas un âge précis, mais j'ai toujours aimé les mots, la lecture, l'écriture. Et je me suis rendu compte qu'en partageant des petites citations ou des petites phrases sur mon profil, enfin mes différents profils sur les réseaux, il y avait un certain impact sur certaines personnes. Et puis j'ai entendu parler du slam en arrivant à Bruxelles, parce qu'il y a plein de slameurs, il y a des collectifs, etc. Et on m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas parler de tes textes, déclamer tes textes? Et c'est comme ça que j'ai un petit peu découvert le slam un peu par hasard. Donc c'est vraiment un bateau que tu as pris en route. Et comment c'est vu, en fait, de se lancer dans ce secteur-là? Est-ce que c'est assez ouvert? Est-ce que les gens sont assez bienveillants par rapport à quelqu'un qui commence? Est-ce que c'est difficile de prendre la machine en route? Voilà, comment ça se passe de rentrer dans cet univers-là? Je trouve que, en tout cas pour moi, je parle pour moi, ça n'a pas été difficile parce que c'est toujours un public bienveillant. Et la plupart des slammeurs que j'ai rencontrés et que je continue à rencontrer aujourd'hui sont dans cette optique d'ouvrir et d'amener un maximum de personnes vers le slam, parce que c'est pas toujours connu aussi. Et donc c'est un accueil souvent bienveillant. À Bruxelles, il y a plusieurs scènes ouvertes où tu peux rencontrer des gens, déclamer. Moi, je sais qu'au début, c'était impossible pour moi. Même encore aujourd'hui, parfois, je suis un petit peu timide, mais il y a toujours des personnes qui vont te pousser à le faire. Donc super bon accueil. Et est-ce que tu le sens plus à Bruxelles ou est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de performer ailleurs et de sentir un accueil tout aussi chaleureux? Moi, c'est principalement à Bruxelles parce que je n'avais jamais entendu parler même de scènes ouvertes en Wallonie, parce que c'est de là que je viens. Donc pour moi, c'est principalement Bruxelles, mais je sais aussi qu'à Liège, ça bouge beaucoup au niveau slam, mais j'ai jamais eu l'occasion de performer là-bas. Comment est-ce qu'on choisit, du coup, dans ces textes-là, le sujet et comment est-ce que tu les articules entre eux ou est-ce qu'au contraire, en fait, chaque texte a son existence propre et ne doit pas être lié à tes autres textes? Oui, moi, j'ai pas spécialement d'articulation. Enfin, je ne pense pas à ça. Je fonctionne plutôt en fonction d'un coup de cœur ou d'un sujet qui m'a vraiment touchée. Je me réfère beaucoup à l'actualité aussi à tout ce qui m'entoure dans mon environnement proche. Ça peut être un texte qui sort voilà, je marchais dans la rue, j'ai vu une personne qui m'a touchée dans un regard ou un sourire, et ben ça me donne envie d'écrire, comme ça pourrait être la guerre quelque part dans le monde, et voilà, c'est des sujets qui m'animent. Et est-ce que tu fais une recherche préalable quand tu parles, bon, surtout ici, il y a un de tes textes qui parle du climat aussi, c'est un sujet très abordé, mais aussi, comme tu dis, un peu sensible. Est-ce que tu fais des recherches préalables ou est-ce que c'est vraiment ton ressenti personnel et qui a besoin de sortir? Ça dépend. Si c'est un texte qui vient purement de moi, dans le sens où il n'y a pas spécialement de commande, ou c'est pas par rapport à un sujet que je ne connais pas très bien, là, j'ai pas besoin de faire de recherche. Maintenant, si c'est un sujet où j'ai l'impression que je n'ai pas assez de connaissances, où j'ai l'impression que le fait de creuser va aussi apporter une certaine qualité à mon écriture, là, je prends le temps de vraiment chercher, je me documente, je regarde des reportages, j'écoute des chansons, et à partir de là, j'arrive à écrire et à produire quelque chose. Et justement, tu parlais là de commandes. Comment est-ce qu'on en vient à être demandé pour écrire des textes et comment ça se passe? C'est beaucoup de surprises. Moi, je sais que ça m'est tombé dessus un petit peu comme ça. Ça peut être une personne qui te voit sur scène et qui a un projet, donc qui t'approche après ça et qui te demande voilà, j'ai tel projet, j'aimerais que tu écrives parce que je vois que j'ai bien aimé la touche que tu viens de faire sur scène. Ça peut être via des connaissances aussi, ça peut être les réseaux sociaux qui fonctionnent aussi pas mal en termes de visibilité. Et donc, c'est souvent les gens, moi, qui m'approchent et pas spécialement l'inverse, parce que je préfère que ce soit une démarche. En tout cas, s'il y a une commande, que ce soit l'autre qui vienne vers moi parce que mon travail l'a touché, plutôt que moi qui tape un petit peu aux portes et qui dit voilà, j'écris, et voilà. Et alors, le fait d'avoir des commandes, est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'être un peu catégorisé dans un certain style de texte, autour d'un certain type de sujet et d'une certaine forme, et mise en forme, et de se sentir bloqué et de ne plus pouvoir, comme tu dis, te laisser inspirer par ce qui t'entoure? Non, pour moi, c'est pas le fait qu'il y ait justement des commandes, ça permet d'élargir aussi un point de vue. C'est pas que personnel, c'est aussi ça vient aussi des autres. Et donc on n'est pas. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans une niche ou d'être catégorisée à être dans un certain style. Et en termes d'inspiration, donc voilà, t'as eu plusieurs sujets pour le moment.
Est-ce que tu n'as jamais eu envie de justement le lier à des sujets vraiment personnels et est-ce que c'est pas un peu s'exposer aussi de parler de choses qui te touchent vraiment personnellement? Mais je pense que c'est ça aussi la particularité du slam, c'est que c'est très intime. C'est beaucoup de textes qui viennent de nous et je sais que quand je dois déclamer un texte qui m'a touché personnellement ou qui a touché un membre de ma famille, imaginons la mort de quelqu'un ou peu importe, c'est toujours très très difficile de performer d'une certaine manière. Mais ce qui est super intéressant aussi, c'est on performe avec nos émotions et finalement cette émotion-là, le fait de trembler, peut-être de pleurer même sur scène, eh ben, c'est ce qui aussi traduit de la puissance du texte et qui va aussi finalement toucher le public parce que c'est la pureté même du texte, quoi. C'est pas parfois justement difficile de réussir à mettre les mots sur ces expériences personnelles? C'est très très difficile. Pour l'écriture d'un texte, autant ça peut être très rapide et ça sort tout seul. Et par moment, je sais qu'ils me font un temps de digestion. C'est-à-dire que je vais peut-être écrire une phrase un lundi, et puis 2 semaines après, il y a un autre mot qui vient parce que j'ai pris le temps de digérer mes émotions, de mettre des mots dessus. Voilà. Et tu disais que c'était assez récent que tu te sois mise au slam. Quels ont été les gros freins au début pour te lancer, peut-être les blocages justement à rentrer dans cet univers et ce type de création? Je pense que déjà, je ne connaissais pas spécialement ce qu'était le slam. Je n'étais jamais montée sur scène devant des gens déclamés. Donc ça, pour moi, c'était le gros frein. C'est vraiment le truc où je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? À quel moment mes textes vont se retrouver sur scène et à quel moment ça peut plaire à autant de personnes. Donc je pense que c'était plutôt une peur personnelle, peut-être aussi un manque de confiance en soi au début, mais j'ai justement l'impression que plus je performe, plus je m'investis dans ce milieu-là, ça débloque aussi pas mal de choses. Et tu le disais, il y a un public bienveillant pour le slam. Est-ce que peut-être inconsciemment, tu t'es dirigé vers cette forme-là pour que tes textes aient plus d'impact ? Peut-être, peut-être sans m'en rendre compte, c'est comme ça. Parce que si par exemple je compare au rap, qui a un style qui est beaucoup plus, pas spécialement violent, mais il y a beaucoup de clash, ce petit jeu entre personnes, des battles, etc. Je pense que j'aurais pas été capable de rentrer dans une forme comme ça. Et c'est vrai qu'avec le slam, il y a ce côté bienveillant, il y a beaucoup de conseils, Oui, c'est vraiment comme une grande famille finalement. Tu ne souffres pas parfois un peu de cette proximité entre slam et rap et que les gens puissent un petit peu mélanger les deux styles et être un peu surpris au final quand ils t'entendent pour la première fois en vrai? C'est très énervant. Vraiment, moi je sais que ça m'énerve. On dit « Ah, t'es rappeuse et tout ». Je dis « Non, je ne suis absolument pas rappeuse ». Et ce que je trouve dommage, c'est aussi les gens qui ne prennent pas le temps de s'informer. Moi, je sais que si j'entends quelque chose dont je ne suis pas au courant ou un style que je ne connais pas, je suis du genre plutôt à faire des recherches, à essayer de comprendre les comparaisons, mais je me rends compte que les gens ne font pas spécialement ça et ça peut être très très énervant. Ouais. Et est-ce que tu penses que le fait de ton origine puisse aussi peut-être un peu te bloquer là-dedans et qu'on s'attende plus en fait à ce que quelqu'un à la peau noire fasse du rap plus que du slam? C'est possible parce que slam, y a cette idée de poésie et on se dit, quand on pense aux poètes, aux grands poètes aujourd'hui, je pense que très peu de personnes pourraient même citer 3 ou 4 poètes noirs. Donc il y a peut-être ça aussi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, dès qu'on parle rap, on pense urbain. Donc on se dit, les personnes racisées d'une manière générale. Et donc peut-être de manière inconsciente, certaines personnes peuvent me mettre dans ces cases-là à cause de ça. Et donc le slam, c'est la vraie ouverture à ce niveau-là. Tu peux parler de tout. Et est-ce que tu sens qu'en termes de sujets à aborder, tu peux aussi parler de tout et comme tu le veux? Bonne question. Moi, je pars d'un principe, c'est que pour moi, il faut parler de tout pour qu'on puisse mettre des mots dessus et pour éviter justement certains problèmes. Parce que je trouve qu'un sujet qui n'est pas abordé ou qui est très peu abordé, ça amène à des sujets un petit peu tabous qui peuvent causer d'autres causes ou en tout cas d'autres effets négatifs dans une société. Donc je pars d'un principe, pour moi, il faut parler de tout. Mais je me rends compte qu'il y a peut-être un public qui peut être plus sensible ou des personnes qui vont dire mais tu peux pas aborder tel ou tel sujet, par exemple la sexualité, c'est pas tout le monde qui accepte d'entendre certaines choses, mais en tout cas moi dans mon cas c'est important de parler de tout.
Oui, parce que dans certains de tes textes, tu secoues un peu le cocotier, hein, tu mets les mains dedans et tu soulèves ce qui ne va pas. Est-ce que c'est bien pris? Généralement, oui. En tout cas, je n'ai jamais eu de personne en face à face. Alors peut-être que les gens pensent ça à l'intérieur, mais je n'ai jamais eu de personne de gens qui ont pu venir vers moi en me disant, mais là, tu as peut-être été un petit peu plus loin. Il y a peut-être des sujets quand ça touche un petit peu les guerres, etc., ou quand il y a des conflits en cours, il peut y avoir des personnes qui vont me dire mais ça c'est quand même sensible, fais attention à ce que tu dis, ça peut après se retourner peut-être contre toi. Mais pour moi, voilà, c'est important de mettre des mots là-dessus. Et est-ce que c'est pas justement quand ça devient sensible que ça devient intéressant aussi? Ah mais moi j'adore, plus c'est sensible et plus je plonge dedans. Le côté un petit peu lisse où on doit un petit peu mettre les formes, etc. Moi c'est quelque chose qui ne... En tout cas ça ne me convient plus. J'essaie vraiment de déconstruire tout ça parce que je pense qu'il y a vraiment... Le fait de dire les choses aussi de manière frontale et être beaucoup plus cash, pour moi ça apporte aussi quelque chose. Et donc, voilà, on le disait, tu vas dans des sujets très différents. Est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture peut-être plus grande à certains sujets que d'autres? Donc, par exemple, le féminisme, le climat, les guerres. Je crois que ça dépend du public qu'on a en face de nous. Les grands sujets comme le féminisme, etc., oui. Les sujets un petit peu politiques, guerre, je trouve que ça intéresse un certain public. Par exemple, quand je parle du Congo, du Rwanda, etc., ça va être un public qui s'intéresse d'une manière générale à ces questions politiques ou d'une manière générale à la migration, au voyage, au fait d'être ici en venant d'ailleurs. Donc ça dépend un petit peu. Et en parlant de tous ces sujets-là, c'est parfois un peu difficile de sauter de l'un à l'autre. Est-ce que tu dirais que si on prend tous tes morceaux, tous tes textes, en fait, on te définit? Ou est-ce que parfois, tu veux juste taper dans la fourmière, mais c'est pas forcément représentatif de ta personne directement? Non, je dirais pas que ça me définit. On va dire que c'est une petite partie de moi, mais ce n'est pas spécialement la totalité de ma personne. Il y a des textes, comme je dis, ça vient d'une commande, mais c'est un sujet qui m'a touchée parce que je ne connaissais pas. Il y a des textes très personnels, un petit peu moins personnels, mais j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de parts de ma personne qui doivent être exprimées que dire que ça me ressemble, pour moi, c'est beaucoup trop réducteur. La question qu'on se pose aussi souvent, et particulièrement avec tout ce qui est texte, surtout sur un temps aussi court que 3 minutes, c'est quand même très court, c'est est-ce qu'on ne fait pas parfois exprès d'exacerber les choses pour que ça choque et que ça marque un peu plus? C'est vrai que 3 minutes sur scène, c'est très peu, et donc il faut faire vite passer un message et moins prendre le temps d'un récit ou d'un conte où tu as le temps de mettre plus de mots. Donc il y a peut-être cette urgence-là. En tout cas, pour moi, dans le slam, il y a l'urgence de dire quelque chose. Et donc, je pense effectivement que ça passe aussi le fait de faire claquer les mots, faire claquer la rythmique. Je crois que ça rentre aussi là-dedans, oui. Et on se pose aussi la question du fait que le slam n'est clairement pas que belge ou que francophone. Ça se partage, c'est dans différentes langues. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des slammeurs d'autres langues? Et comment ça se passe en termes d'échange et justement de compréhension des textes? Moi, personnellement, pas trop. Ou en tout cas, des slammeurs... J'ai eu à rencontrer un slameur gabonais, une ivoirienne, et l'autre venait de... Je crois que c'était le Mali. En tout cas, un truc comme ça. Mais vu que c'est aussi des pays francophones, il y a toujours le français qui revient. La colonisation, merci. Donc, il y a toujours il y a quand même un point commun. Maintenant, j'ai jamais eu vraiment à travailler avec des slammeurs anglophones, par exemple. En tout cas, pas jusque-là. Et est-ce que tu penses que tu pourrais dire que le slam vous réunit, en tout cas, même si c'est en français, mais de différents pays? Et est-ce que ça fait écho, en fait? Est-ce que vos textes peuvent se faire écho? Ou est-ce qu'au contraire, parfois, c'est un petit peu perturbant d'avoir leur historique, leur vécu, et comme tu dis, un peu colonialiste, qu'il faut se prendre en pleine face de notre côté? Je pense que finalement, tout se rejoint. Qu'à travers la poésie, on partage de toute façon un vécu que nous, on a personnellement. Et je pars d'un principe, c'est qu'on a notre propre vie et notre propre vision, mais que pour même avoir une meilleure écriture, ou en tout cas une meilleure ouverture d'esprit, c'est aussi important d'aller vers l'autre. Et donc finalement, pour moi, tout se rejoint. Par exemple, je peux entendre un slam d'un Gabonais, j'en ai entendu plusieurs. Je ne suis pas spécialement gabonaise et je ne viens pas de là, mais les thèmes qu'il va aborder, la manière même de déclamer parfois,
les sonorités qu'il va mettre dedans. En étant à Bruxelles, on utilise parfois la même chose et c'est ça qui est marrant aussi. Et comment tu ferais ce rapprochement qu'il y a certaines choses qui sont réutilisées? Est-ce que c'est un peu par contamination? Est-ce que c'est par l'existence même du slam qu'il y a certains codes qui entraînent le fait de fonctionner de la même manière? Ou est-ce que c'est un peu le hasard? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Après, peut-être que si je me rends compte que j'ai beaucoup si j'arrive à faire des parallèles avec beaucoup de slammeurs africains, c'est peut-être parce qu'on vient du même continent et donc finalement on a été baignés avec les mêmes instruments de musique, la kora, etc. Donc peut-être que de manière inconsciente, même en étant ici, je réutilise des sons qui m'ont bercée depuis que je suis petite. Mais voilà, c'est une très bonne question. Ouais. Et est-ce que tu penses que le monde du slam est autant ouvert aux femmes, aux hommes, aux plus âgés, aux plus jeunes? Est-ce que c'est vraiment diversifié ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de généralité dans les personnes qui le performent? Mais ce que je trouve hyper intéressant avec le slam, contrairement à d'autres formes un petit peu artistiques, c'est que justement les femmes sont vraiment mises en avant. La plupart des grandes slameuses que moi je connais, c'est des femmes en fait. Il y a des hommes, hein, mais je trouve que ça reste un art très féminin et ça fait du bien et ça déconstruit aussi pas mal de choses. Alors là, je vais un petit peu y aller avec les gros pieds épais, mais est-ce que c'est parce qu'on parle de poésie, de perception, peut-être de sensibilité, que ça se dirait plus féminin, ou est-ce qu'en fait non, elles ont vu une porte ouverte dans une pratique peu commune à cette époque? Je pense qu'il y a un peu de tout ça, dans le sens où j'ai l'impression, bah oui, la poésie c'est faire sortir les émotions, mettre un petit peu ses sentiments sur papier. Alors il y a ce côté où les hommes sont très braqués par rapport à ça, d'une manière générale dans l'éducation et la société, les sociétés dans lesquelles on vit. Donc peut-être que ça, c'est un style qui a en tout cas attiré plus de femmes à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que de manière générale, il y a de plus en plus d'hommes qui rejoignent, entre guillemets, le mouvement que l'inverse. Et donc oui, à mon avis, c'est peut-être lié à tout ça, ouais. Donc on pourrait espérer un jour avoir une vraie mixité et que parler de ses sentiments, s'exprimer et le faire avec poésie et version slam soit vraiment ouverte à tous. Mais vraiment, parce que pour moi, il n'y a pas de genre dans l'émotionnel. On peut pleurer, si on arrive à rire, pour moi, on réussit aussi à pleurer, à se mettre en colère, et c'est totalement humain. Et dans les émotions, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de genre à avoir. Et donc oui, plus il y a de diversité, mieux c'est. Et tu disais, toi, personnellement, en termes de texte, tu vas plutôt sur des textes durs, un peu plus lourds à digérer. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que tu as un petit peu un problème à régler avec la société d'aujourd'hui? Est-ce que c'est ta manière de t'exprimer? Enfin voilà, pourquoi ce choix-là? Je crois, quand je vois l'évolution de mes textes, mais si je regarde mes textes de quand j'avais 15 ans, 14 ans, c'était encore très mignon. C'était des nuages, des fleurs et beaucoup d'amour. Tout le monde se ressemble et c'est la paix. Et j'ai l'impression que plus j'ai grandi, en arrivant aussi à Bruxelles, parce que tu t'ouvres l'esprit, tu rencontres d'autres personnes, il y a une réelle mixité. Donc en fait, tu es directement baigné dans un autre monde. Et je pense que oui, c'est ça, en grandissant, je suis vraiment dans une lignée de déconstruction totale de pas mal de choses. Et donc le côté un peu bisounours de mes débuts a complètement évolué. Alors aujourd'hui, certaines personnes peuvent dire que je suis très sombre, très mélancolique, etc. Mais je trouve que dans le côté sombre, il y a toujours moyen aussi de parler du beau. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, je ne dis pas que j'ai besoin de voir du sang pour écrire, mais c'est vrai que les sujets beaucoup plus forts comme ça m'impactent énormément. Est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine manière, parce que ça nous impacte qu'il faut en parler, parce que ça veut dire qu'on ne met pas assez les mots dessus alors que ça se passe? Oui, il y a aussi ça, parce que moi, je sais que personnellement, plus je suis choquée, mieux l'information rentre dans mon cerveau et plus vite je retiens quelque chose. Plutôt que de passer par 1 milliard de phrases ou d'images pour atténuer la chose, moi, je sais que j'ai besoin d'être choquée. Donc, je pars d'un principe, c'est que je ne dis pas que tout le monde a besoin d'être choqué. Donc, peut-être que mes textes peuvent affecter certaines personnes. Mais je crois que c'est important de dire les termes et de mettre les mots sur ce qui se passe réellement. Donc, s'il y a du sang, je parle directement de sang. J'ai besoin de mettre les vrais mots sur les vraies choses qui se passent, ouais. Et alors, dans nos épisodes précédents, on a eu la chance d'avoir des conteuses qui parlent de poésie aussi, et de cette perception de poésie où on a tendance aussi en fait à se tromper et à croire que poésie égale douceur et paquerette.
Comment c'est pris justement Comment on trouve le juste milieu entre cet univers poétique mais la dureté du message qu'on veut faire passer? Je pense que quand j'écris, je ne pense même pas à trouver un juste milieu. C'est vraiment la manière dont ça sort. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est une femme, il y a vraiment il y a une attente en fait d'un public qui se dit ok, elle fait de la poésie, c'est une femme, donc elle est censée parler de certains sujets, mais comme tu dis, de manière très doux, très mignon. Et je pense qu'il y a aussi cette volonté chez moi, un petit peu, comme je dis, de déconstruction, donc de changer les codes tout simplement. Donc je renverse un petit peu cette tendance et j'aime beaucoup faire ça, parce que ça choque parfois certaines personnes. Et est-ce que ça pourrait justement choquer d'autres slameuses qui, elles, sont plutôt dans une version de la poésie telle qu'on l'entend sociétalement en général? Oui, je pense qu'on n'est pas, même si on est des femmes, on n'est pas toutes les mêmes, on n'a pas le même bagage, on n'a pas les mêmes expériences, ou en tout cas même la même vision de ce que c'est que la femme ou comment est-ce qu'une femme doit se comporter. Donc oui, je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être choquées par mes écrits, mais tant mieux. Moi, je suis... en fait, plus ça choque, et je me dis quelque part, si ça choque, c'est que ça fait parler, ça fait réagir, et c'est ce que je veux. Et un point qui m'intéresse aussi, c'est que tu disais qu'en arrivant à Bruxelles, tu as eu cette mixité sociale. Est-ce que ça sous-entend que certaines villes, certains endroits sont peut-être plus adaptés à la création et justement à pouvoir s'exprimer? J'ai l'impression que oui, parce que du coup, moi, j'ai grandi dans le Brabant wallon et c'est beaucoup de personnes blanches, les scènes ouvertes, etc. Je n'ai jamais vu ça, en tout cas, quand moi, j'y habitais. Et le fait d'être dans une capitale, une grande ville, entre guillemets, d'avoir cette mixité sociale et d'avoir une culture bien présente dans la société, je pense que sans ça, je n'aurais peut-être pas passé le cap d'écrire et de rencontrer même d'autres artistes et de me rendre compte qu'il y a vraiment un réel monde culturel ici à Bruxelles, oui. Et comment tu le définirais, en fait, pour les gens qui ne viennent jamais à Bruxelles, ce monde culturel? Déjà, venez à Bruxelles. Bruxelles, c'est pas ghetto. Parce qu'au début, on me disait, tu vas à Bruxelles, mon Dieu, c'est la capitale. Je suis arrivée à Bruxelles, j'avais peur au début. Puis finalement, je vois ce que c'est, je me dis que c'est rien du tout. Mais c'est... comment décrire Bruxelles et la vie culturelle, c'est un feu d'artifice. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de couleurs, beaucoup beaucoup de sujets, beaucoup de choses à aborder, beaucoup de choses à apprendre aussi, les uns des autres. Et oui, c'est ce qui fait la richesse, en fait, de la capitale. Et est-ce que tu penses que tout cet échange, cette émulsion de culture a pu justement nourrir tous les jours plein d'artistes, mais qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être un choc des cultures s'ils devaient performer en dehors de Bruxelles? Il pourrait y avoir un choc de culture dans un milieu où justement certains textes ou en tout cas certaines thématiques ne sont jamais abordées. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ici à Bruxelles, même si je rencontre d'autres cultures, je ne ressens pas ce choc de culture parce que c'est limite comme si les cultures avaient besoin de se parler et d'échanger et d'apprendre les uns des autres. Alors que hors Bruxelles, j'ai l'impression qu'on arrive très vite à une sorte de confrontation parce que les gens n'ont tellement pas l'habitude d'entendre parler de certaines choses que là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on pourrait vraiment dire alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une fermeture d'esprit en fonction des pays, mais c'est vraiment plutôt de par le manque d'échange, ils se coupent alors un petit peu à cette ouverture. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'alors il n'y a pas un double effet où on se dit que tu déclames face à des gens qui ont déjà fait la première partie du travail d'être ouverts au sujet que tu vas déclamer? C'est vrai qu'il y a cet effet-là, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a, même si la personne assise dans le public n'a pas fait un long travail de déconstruction ou n'a pas eu à avoir un intérêt très particulier sur le sujet que je déclame, je trouve que le fait déjà d'être baigné dans une société où chaque matin tu vois des origines différentes, tu entends d'autres langues, etc., il y a quand même déjà une curiosité comme ça qui s'éveille naturellement. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que on se pose souvent la question. On est un petit peu mixte. C'est vrai qu'il y en a qui sont de Bruxelles, d'autres un peu moins. Et on n'a pas toujours la même perception de la ville. Mais c'est vrai que ça devient intéressant de peut-être performer ailleurs. Et est-ce que toi, ça t'a déjà tenté à ce moment-là, même si ça serait dans des pays francophones, de pouvoir déclamer plus loin? Oui, clairement. Moi, même là, en me disant « Ok, je suis à Bruxelles, je ne suis plus dans le Brabant wallon »,
Je me dis, s'il y a des scènes ouvertes, ou même pourquoi pas en créer, en fait, et justement permettre cette visibilité-là, en tout cas permettre cette parole-là dans des espaces qui ne donnent pas à la base cette place-là à la parole, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est amener quelque chose de neuf et c'est aussi ouvrir un petit peu l'esprit, en tout cas essayer d'ouvrir l'esprit à certaines personnes. Donc il y a quand même un sujet qui revient, c'est cette envie d'un peu ouvrir l'esprit, d'ouvrir les yeux. Quand on parlait d'expérience personnelle, est-ce que parfois tu t'es senti justement peut-être rejeté et que c'est aussi un moyen de remettre l'église au milieu du village et de rappeler que voilà, de régler les petits soucis de vécu, les expériences que tu aurais pu avoir? Oui, je pense qu'il y a il y a vraiment quelque chose autour de ça. Parce que justement, grandir dans un milieu ou dans une société où il y a énormément de personnes blanches, où en termes de représentation, c'est pas terrible, même s'il y a ce côté où tu t'adaptes et tu essayes de faire un petit peu comme les autres pour rentrer dans le moulin, pour pas avoir certains commentaires, etc. Tu remarques quand même qu'on fait une différence vis-à-vis de ta personne à plein de niveaux, hein, je veux dire. Et donc le fait de prendre justement toutes ces blessures, entre guillemets, et de les mettre sur papier, de pouvoir en parler en me disant que peut-être que ça va faire réaliser certaines choses à certaines personnes ou peut-être que ça va juste mettre des mots dans la vie de certaines personnes qui ont vécu la même chose que moi. Oui, je pense que c'est ce qui me guide aussi. Et donc tu parlais des scènes ouvertes, c'est vrai que le slam c'est oral. Est-ce qu'il y a des moyens de le transmettre autrement que comme ça en scène ouverte en direct ou est-ce que c'est un peu dénaturer la forme? Si c'est sur scène, c'est mieux. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas non plus dans quelque chose, on ne force pas spécialement la personne à aller sur scène si elle ne le sent pas. Donc il y a toujours moyen d'écrire quand même le slam et d'en faire un petit bouquin ou de le partager sur les réseaux ou en tout cas de garder quand même cette forme écrite qui reste aussi importante. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, on le voit toujours slammer et déclamer en direct, mais ça peut tout à fait exister de manière écrite sans problème. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est quelque chose qui se passe fréquemment, d'avoir des recueils de textes de slam, d'échanges, etc.? Bah oui, la plupart des slammeurs, en tout cas qui ont comment dire, une expérience assez longue, à la fin, ce que ils et elles ont tendance à faire, c'est faire des bootlegs. Donc c'est des tout petits, c'est des recueils de poésie où ils remettent en fait leurs textes reliés. Et donc ça, c'est accessible aussi un petit peu. Il y a la librairie Maelstrom à la place Jourdan qui notamment publie tout ça. Et on en parlait un petit peu hors micro, donc on va remettre les auditeurs et auditrices dans la loupe. On parlait du fait que les réseaux sociaux maintenant font partie de la vie d'un slammer s'il veut aussi un petit peu faire parler de lui ou d'elle. Comment est-ce que voilà, on arrive à transmettre, parce que c'est ni vraiment écrit, c'est ni vraiment oral, parfois c'est enregistré. Comment est-ce qu'on arrive à quand même garder la nature et l'envie à la base du texte quand on doit la transmettre comme ça, sans pouvoir cadrer un petit peu le type de réception? C'est vrai que moi, sur les réseaux, en tout cas sur le mien, principalement, je suis justement dans cette phase de me dire comment est-ce que je suis censée mettre tous mes poèmes en ligne comme ça. Parce que je préfère que les personnes se déplacent pour me voir sur scène déclamer plutôt que de publier une simple vidéo sur, je sais pas, sur Instagram ou sur Facebook. Et effectivement, il y a cette difficulté où tu es souvent seul quand tu enregistres ça à la maison ou alors c'est quelqu'un qui t'a filmé dans le public qui l'a après republié sur les réseaux. C'est vraiment compliqué, mais ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart des slams, même si j'en ai pas mis beaucoup en ligne, qui ont été publiés, ont finalement touché les personnes de la même manière que s'ils m'avaient vu sur scène. Il y a vraiment eu de l'émotionnel. Il y a des gens qui m'ont déjà envoyé des messages où ils m'ont dit voilà, j'ai pleuré, ça m'a vraiment touché, etc. Et même moi, sur le coup, ça m'a étonnée. Je me suis dit, t'as réussi à pleurer derrière un écran, tant mieux. Voilà. Et c'est là qu'alors la performance physique et humaine a vraiment une plus-value par rapport au texte juste écrit. Oui, c'est ça. Et puis je pense aussi la voix est très importante, la manière dont tu vas accentuer ou mettre une force dans tel ou tel mot, la manière dont tu vas faire chanter ton texte, la manière dont tu vas faire claquer tes mots. Je pense que tout ça, en fait, participe aussi à la qualité de ton texte et aussi à la réception du texte.
Et donc ici, on a vraiment beaucoup parlé de tes textes, de la manière de déclamer, etc. On a un petit peu titillé tout le monde. Je pense qu'ils ont envie de pouvoir découvrir et rentrer dans ton monde. Est-ce que ça te dirait de nous partager un texte qui n'est peut-être pas encore visible sur tes réseaux ? Oui. Oui. Un jour, j'ai entendu dire que le Congo est le cœur de l'Afrique. Et quand le cœur est faible, il impacte le corps. Et d'un commun accord, sans toi, autour de la table, Congo, ils ont décidé de ton sort. Partager tes membres, morceau après morceau, chair après chair, malgré tes cris, pas de prescription, c'est ce qu'ils avaient écrit. Congo, je parle de toi et j'ai la main qui tremble. Une main que tu n'as plus, il me semble, depuis que Père Léopold, au sommet de son temple, décida pour l'ensemble que la terreur devait régner en étouffant ta liberté. J'entends les cris, les armes, les rêves, les débats. Je vois les vies, les larmes, la famine, les combats, et le sang couler sur le bitume, jour après jour, mois après mois, quotidien devenu coutume. J'entends le bruit dans les mines, je pense famille, amour, tradition, soleil, vitamine. Enfants soldats, joie de vivre, ces hommes sur ces gamines, et toutes ces larmes coulées, traçant des routes bien droites vers notre terre-mère. Congo, pour penser à toi, il me suffit de fermer les yeux, ou de me balader à l'extérieur et de les ouvrir dans ces lieux qui glorifient ta peine et qui accueillent ces messieurs restés figés, devenus statues par centaines dans nos rues. Un jour, j'ai entendu dire que le Congo est le cœur de l'Afrique, et quand le cœur est faible, il impacte le corps. Mais Congo, même malade, tu rayonnes, costume assumé aux couleurs que tu sélectionnes, je vois le bleu, symbole de paix, le rouge pour nos martyrs, le jaune pour nos richesses, et l'étoile pour un avenir radieux. J'y crois. Je revois la maison, le perroquet, le jardin laissé là-bas. J'entends les rires, les histoires, le swahili de papa, et maman parlant le Kinyarwanda sur un fond de rumba. Je sens tous ces souvenirs grandir en moi jusqu'à sortir de ma bouche comme ici ce soir. Le Congo est le cœur de l'Afrique et quand le cœur est faible, il impacte le corps. Congo, quand je pense à toi, il m'arrive aussi de t'imaginer guérir lorsque je vois tes enfants grandir, penser, réfléchir, proposer, réussir, se rassembler, s'aimer, comme aujourd'hui réunir enfants, parents, amis, ressentir tout cet élan, cet amour, cette passion que je respire. Même d'ici, on te voit. Même d'ici, on te sent. Même d'ici, on te goûte, puisque ton histoire ne s'arrête pas de l'autre côté de la mer et qu'elle traverse nos pores comme l'aiguille d'une seringue. Le Congo est le cœur de l'Afrique et quand le cœur est faible, il impacte le corps. Alors finalement, comment soigner ? Comment réunir à jamais ? Comment grandir ? Que faire ? Comment faire ? Peut-être créer, réécrire l'histoire, proposer, dessiner, performer, reculer pour un meilleur départ, pour que les enfants d'aujourd'hui n'oublient pas ceux d'hier et que ceux de demain ne soient plus titulaires des fardeaux, de l'histoire des faibles salaires que l'on tolère aujourd'hui. Je te l'ai dit, Congo, quand je pense à toi, il m'arrive aussi de t'imaginer guérir. Et c'est sur cette note que je m'en vais chérir ceux et celles venus nous voir alors laisse-moi refermer le livre de ton histoire, boucler les chapitres, tourner les pages, garder en mémoire le paradoxe qui t'habite, prier que demain, on parle de toi comme d'une belle pépite. Donc un texte, comme tu nous l'avais annoncé, de ta trempe, fort et riche. Et là, particulièrement, on le sent, ça te fait écho à ton histoire, à toi. Oui, c'est ça. Donc là, ça a été un texte qui m'avait été demandé autour d'un événement. Et ça parlait du Congo, évidemment. Je crois que je l'ai répété plusieurs fois dans le texte. Et il y a ce lien, oui, parce que mon père est congolais, et donc je suis congolaise aussi. Et je fais aussi référence à un moment à ma mère qui parle le Kinyarwanda, puisque ma mère est rwandaise. Tu es née là-bas ou tu es née ici ? Je suis née au Congo. Je suis arrivée ici quand j'avais plus ou moins 9 ans. Mais voilà, à la maison, la culture est toujours bien présente. Le swahili est toujours là. Parfois même quand ça crie, ça s'énerve, il y a des choses qui sortent, c'est ancré, donc voilà. Et on sent un petit peu cette envie aussi de retourner aux sources, de ne pas avoir abandonné le pays parce que tu es venu en Belgique. Est-ce que tu as encore de la famille là-bas ? Est-ce que c'est ça aussi qui explique cette envie de ne pas le voir catégorisé comme on a peut-être trop tendance à le faire ? Oui, j'ai de la famille là-bas. J'ai pas toujours l'occasion d'y retourner, en tout cas pas comme je le voudrais. Donc je pense qu'il y a cette urgence pour moi de mettre des mots là-dessus, de mettre des mots sur ce que je ressens, de montrer aussi la valeur du pays autre que la colonisation et le fait que
on est souffert. Donc j'aborde une partie des souffrances dans le texte, mais c'est aussi important pour moi de parler de la beauté du pays parce que c'est pas que souffrance et qu'il y a beaucoup de beau en fait là-dedans. Et est-ce que c'est pas justement compliqué parfois de voir que le Congo est stigmatisé à ce point et qu'il y a cette... C'est pas une fermeture d'esprit parce que les gens sont quand même curieux, mais au final, ils ne vont pas creuser suffisamment loin que pour avoir la réalité. Ouais, je pense qu'il y a ceux qui ne creusent pas assez et ceux qui vivent dans un déni complet et qui voient en fait la beauté du pays mais qui ne veulent pas l'accepter parce que quelque part ça titille un peu leur quotidien et ça bouscule un peu les codes qui ont été établis. Et c'est très énervant d'ailleurs de voir ça et de grandir dans une société qui finalement va rendre visibles certains anciens colonisateurs et ne pas mettre, par exemple... Il a fallu du temps, par exemple, pour avoir une place Lumumba ici à Bruxelles, alors qu'il y a quand même un lien très fort entre l'histoire du Congo et la Belgique, quoi. En évolution, forcément, on l'espère en tout cas encore avec tes textes. Tu nous parlais du fait que tu commençais à être sur les réseaux sociaux. Si on a envie de pouvoir te suivre, savoir où tu performes, est-ce que tu as des dates prochainement est-ce que tu as d'autres œuvres que du slam? Comment est-ce qu'on peut en fait découvrir ton univers? Alors, je fais l'effort d'essayer de publier de plus en plus mes textes sur les réseaux. Et donc sur Instagram, c'est jazz_noir avec un E. Là, bientôt, je vais donner des ateliers d'écriture à des ados de 14 et 15 ans dans une école à Anderlecht avec des profs de français parce qu'elles ont voulu un petit peu justement revoir la poésie de manière un peu moins classique et donc elles font appel au slam. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi de collaborer comme ça. Il y a un spectacle parloir que j'écris avec d'autres comédiens et slameurs qui va pas se jouer spécialement maintenant, mais il y a tout un processus de création autour de ça. Et j'essaie d'une manière générale de performer dans des scènes ouvertes et dans des lieux qui donnent la parole au slam. Et donc on parlait justement du fait que tu étais congolaise et qu'il y avait un héritage, titre d'un podcast que tu gères aussi. Oui, donc Héritage, c'est à la base un projet qui a été pensé avec deux autres amis, donc Sarah et Stéphania. On a eu envie de parcourir en fait l'histoire migratoire de nos aînés. Le principe du podcast, c'est vraiment de donner la parole à deux personnes d'une même famille, mais de générations différentes. Parce que pour nous, c'était important justement de donner en fait la parole aux premières personnes concernées à qui on ne pose jamais réellement la question même de la migration. Et il y a aussi cette idée toute cette observation de se dire on sort d'une crise de Covid. On a vu que nos aînés partent en fait et que nous sommes entre guillemets la prochaine génération. Donc c'était pour nous important de garder en mémoire la voix de nos parents ou de nos grands-parents et de pouvoir en fait réécouter ça même dans quelques années. En tout cas, leur rendre quelque chose de cette manière-là. Et donc c'est Héritage avec S, podcast. Parfait, mais en tout cas, merci pour l'échange. On espère que tout le monde maintenant ira faire un petit tour pour découvrir tes œuvres. Merci pour l'échange et les partages et on te souhaite encore plus de développement personnel et surtout artistique. Merci et merci à vous de m'avoir invité. Encore une fois, une incroyable interview, cette fois avec Jazz Noir, qui nous a emmenés dans son univers de bienveillance, de développement personnel et de questionnement du monde qui nous entoure. On a, comme d'habitude, eu beaucoup de questions. On espère qu'elle vous a emmené, elle aussi, dans son univers, dans son Bruxelles feu d'artifice. Mais nous avons décidé de sélectionner certaines questions qui nous ont un petit peu plus titillés, à savoir pourquoi est-ce qu'on continue d'associer un certain genre artistique au genre masculin ou féminin ? En fait, on se pose la question, l'art après tout, est-ce qu'il a un genre ? Dépend-il de stéréotypes de genre liés à la manière de vivre les émotions ? À quel point notre interprétation en est impactée ? On vous laisse comme d'habitude y penser sur les notes de Moudugdan.